Bonjour les leftos. 6h05, Nicolas Berthiaume qui vous dit bonjour les leftos. Un beau soleil à Montréal, mais pas chaud encore, moins 12 degrés. Donc gardez ceux qui mitaine, ça peut être très pratique si vous avez à vous déplacer. Un qui est chanceux et que je garde au chaud aujourd'hui, mais quand même c'est assez nécessaire, on se doit d'être informé. Et qui dit information dit Sacha Audet. Bonjour Nicolas. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien et toi? Écoute, oui, merci. Actualité aujourd'hui quand même assez... c'est pas très très positif nécessairement. Ben pour rester dans l'analogie de la chaleur, il y a Justin Trudeau présentement qui est dans l'eau chaude à cause de l'affaire SNC-Lavalin. Puis on va parler de la Sûreté du Québec. On se retrouve tout à l'heure. Celui qu'on entend du rire, Samuel Morier, bonjour. Bonjour Nicolas. Samuel, qu'est-ce que tu nous as concocté comme chronique aujourd'hui? En fait, aujourd'hui, moi, je me questionne sur ce qu'on a le droit de faire jouer à la radio et ce qu'on n'a pas le droit de faire jouer à la radio. Ça risque d'être super intéressant et on va recevoir aussi en studio avec nous Maxime Sarrazin, porte-parole de la Ville de Montréal en matière d'urbanisme et d'aménagement. Et gardez votre téléphone pas loin parce qu'on veut vous entendre sur le sujet suite à l'entrevue 514-790-9850. Sacha, déjà de ton côté, affaire SNC-Lavalin, l'ancien secrétaire principal du premier ministre Trudeau témoigne en comité parlementaire. Oui Nicolas, après l'ex-ministre de la Justice Jody Wilson-Raybould, Gerald Butts, l'ancien secrétaire principal du premier ministre, a témoigné devant les parlementaires hier à Ottawa. Rappelons que Jody Wilson-Raybould affirme que l'entourage du premier ministre Trudeau avait fait des pressions pour épargner l'entreprise québécoise de Génie Conseil. Gerald Butts contredit l'ex-ministre. Il affirme qu'aucune pression irrégulière aurait été faite sur Jody Wilson-Raybould afin qu'elle accepte qu'SNC passe par l'accord de réparation qui permettrait à l'entreprise d'éviter un procès. Butts affirme également que l'entourage du premier ministre a respecté l'autorité de la procureure générale en tout temps. Il affirme également que si Scott Bryson n'avait pas quitté son poste au Conseil du Trésor, Jody Wilson-Raybould serait encore ministre de la Justice aujourd'hui. D'autres révélations s'en viennent, Nicolas. Quelques minutes après le témoignage de Gerald Butts, Jody Wilson-Raybould a demandé à prendre la parole à nouveau. Un dossier à suivre absolument. Sûreté du Québec, Martin Prudhomme, suspendu temporairement. La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault, a annoncé hier le retrait temporaire du directeur de la Sûreté du Québec, Martin Prudhomme. Prudhomme serait visé par une allégation relative à des infractions criminelles. Il sera retiré de son poste pendant que la lumière sera faite sur ces allégations. D'ailleurs, l'an dernier, l'UPAC s'intéressait aux liens de proximité entre Martin Prudhomme et le député Guy Ouellette. Martin Prudhomme doit quitter son poste, qui est le plus important du plus grand corps policier du Québec. Ce sera Mario Bouchard, le directeur adjoint de la SQ, qui occupera les fonctions de Prudhomme pendant l'enquête. Et là, côté de la Corée du Nord, un site de lancement de missiles qui a été reconstruit. Oui, ce sont des images satellites qui révèlent que la Corée du Nord s'apprête à reconstruire un site de lancement de fusées, et ce, 2 jours après le sommet de Hanoï, où se sont rencontrés Donald Trump et Kim Jong-un. Ce sommet, qualifié d'échec par les observateurs, n'a pas permis aux deux dirigeants de conclure un accord de dénucléarisation de la Corée du Nord. Le site de Tongchang-ri, où l'activité a été observée, a été démantelé par la suite du sommet de Singapour l'an dernier, en juin 2018. Et finalement, est-ce qu'on peut se consoler avec des bonnes nouvelles au niveau du sport? Ben oui, les sportifs ont un sourire au visage car les Huskies de Rouyn-Noranda égalent un record de la Ligue nationale de hockey junior majeur avec une 25e victoire consécutive. Ils ont défait les Cataractes hier par la marque de 8-3 à Shawinigan. La troupe de Rouyn aura l'occasion de battre le record de la Ligue demain soir en affrontant les Voltigeurs de Drummondville. Toujours au hockey, les Canadiens poursuivent leur voyage en Californie. Après avoir battu les Kings 3-1 mardi, Montréal affrontera les Sharks ce soir à San Jose. Vous pourrez écouter le match sur les ondes du 98.5 à 22h. Merci beaucoup, Sacha. Samuel, à la météo, ça ressemble à quoi pour aujourd'hui? Alternance de soleil et de nuages, un maximum de -8, Nicolas, mais c'est un ressenti -20 le matin et -15 en après-midi. Pour ce soir, ça va s'ennuager un peu avec un minimum de -15 et -17 avec le vent. Pour demain, une journée généralement ensoleillée. Ça va se réchauffer un peu avec un maximum de -3. Et pour le reste de la semaine, là, samedi, c'est une journée ensoleillée, maximum de -4. Dimanche, averse de neige ou de pluie avec un maximum de +1. Et ensuite, c'est le retour du soleil et du beau temps pour lundi, mardi et mercredi. Merci beaucoup. Des très bonnes nouvelles. Après la pause, Maxime Sarrazin, porte-parole de la Ville de Montréal en matière d'urbanisme et d'aménagement, vient nous parler de l'exode des Montréalais vers les banlieues. Et ce sera évidemment le sujet de la tribune téléphonique qui va suivre. La question qu'on va vous poser, c'est oubliez l'argent, oubliez le côté financier. On vous parle de qualité de vie, de service. Vous avez un choix à faire, le 450 ou
Montréal. 514-790-9850. Vous êtes en retard pour votre réunion, vous déneigez votre voiture et... N'aimeriez-vous pas mieux entendre? Démarrez quand vous voulez avec la traction intégrale de Subaru. Vous arrivez à destination, vous trouvez un espace de stationnement et... N'aimeriez-vous pas mieux entendre? Hey Simon, je viens d'arriver, je vais être là dans 5. Arrêtez quand vous voulez avec la traction intégrale de Subaru. De retour à Bonjour les Leftos au 98.5. Sacha, côté de la circulation à Montréal, ça ressemble à quoi ce matin? Pont-Champlain, c'est toujours au ralenti, Nicolas. Toujours des travaux dans le secteur. Pour la 15, évidemment, près du pont, c'est congestionné. 15-40 au ralenti, même chose pour l'autoroute Ville-Marie, c'est assez compliqué. Merci beaucoup. La ville de Montréal a perdu 1,24% de sa population entre 2017 et 2018. C'est le plus grand déficit pour la métropole depuis 2009-2010. C'est près de 24 000 Montréalais qui ont décidé de quitter Montréal vers les autres régions et principalement vers la Rive-Sud et la Rive-Nord, donc le 450. Pour en parler avec nous en studio, Maxime Sarrazin, porte-parole de la Ville de Montréal en matière d'urbanisme et d'aménagement. Bonjour, M. Sarrazin. Bonjour à vous, ça va bien? Ça va très bien, merci. Ben oui. Tout d'abord, comment vous pouvez expliquer l'augmentation de l'exode des Montréalais? Bon, ça c'est une question qui est quand même très large. Je vais juste clarifier les chiffres parce qu'on veut pas se mettre la tête dans le sable. Là. Vous avez mentionné qu'il y a 24 000 personnes qui ont quitté. Malheureusement, c'est 59 000 personnes qui ont quitté, mais on a quand même accueilli. Et ça, c'est très important de le mentionner. On a accueilli 35 970 personnes. Oui, mais au prorata, il y a quand même 24 000 personnes qui ont quitté Montréal, donc c'est 24 000 Montréalais de moins. Oui, effectivement. On a un exode de 24 000 personnes entre les années 2017 et 2018. Vous me demandiez comment on peut l'expliquer. Ben, vous savez, à Montréal, depuis plusieurs années, on est dans un mode de revampement. On est en train de faire un reset, un peu comme le dirait le directeur général du Canadien. On est en train de travailler sur vraiment revamper nos arrondissements. OK, mais de quelle façon vous voulez faire un reset? De quelle façon vous revampez la ville? Depuis 30 ans, il y a eu depuis même les 30 à 40 dernières années, il y a eu un laisser-aller complet là, au niveau des infrastructures, au niveau des infrastructures routières, mais aussi des investissements liés tout ce qui entoure la métropole. Alors, depuis qu'on est en poste avec l'administration Plante, ça avait été aussi entamé, il faut être honnête, sous Denis Coderre à l'époque. Il faut faire des investissements pour redorer la ville, redorer son blason, mais aussi investir massivement dans tout ce qui se passe dans les infrastructures souterraines. Alors, ça demande du temps et des investissements. Mais concrètement, et ça cause des cons oranges. Je comprends très bien, mais concrètement, ça représente quoi ces investissements-là? Est-ce que vous avez des plans? Est-ce que vous avez des projets à venir concrets? Parce que vous me parlez d'infrastructures, oui, de routes, faut les faire, oui, mais concrètement, qu'est-ce que vous voulez faire? Ben, concrètement, ce qu'on veut, c'est que toute habitation qui soit créée sur le territoire montréalais soit dans une optique de 20-20-20. Ce que ça veut dire, c'est 20% de logements sociaux, 20% de logements abordables et 20% de logements familiaux. Pourquoi on veut aller là-dedans? C'est parce qu'il nous manque de logements sociaux et d'habitation à logement loyer modique. On veut en implanter 12 000 d'ici 2021. Ça veut dire 6 000 logements sociaux puis 6 000 logements abordables. On vit cette situation-là parce qu'à Montréal, on n'a pas le luxe comme Blainville-Boisbriand, par exemple, de pouvoir prendre un petit peu d'expansion à chaque année en direction de Mirabel parce qu'il y a des terrains qui sont disponibles. On vit sur une île où on est enclavé par le fleuve Saint-Laurent puis par la rivière des Prairies, par les lacs. Donc, on n'a pas le choix de devoir fonctionner avec ce qu'on a comme espace. On peut pas créer une île en plein milieu de la rivière. Ça, c'est vrai, mais vous pensez pas que juste au niveau des services, je prends l'exemple de cet hiver, le déneigement, ça a été un véritable cauchemar pour les Montréalais. Vous pensez pas que juste améliorer ce petit côté-là, ça pourrait un peu encourager les gens à venir rester à Montréal, mais surtout y rester pour je suis content que vous abordiez la question du déneigement parce que vous savez, on est un peu le bouc émissaire de l'ensemble de la région montréalaise ici, la ville-centre. Pourquoi? Parce que les gens vivent des inquiétudes qui sont parfois, je regarde du côté de Sainte-Rose à Laval, j'y passais il y a pas 2 jours et c'est incroyable comment les rues ne sont pas dégagées, sont glissantes, sont glacées, les trottoirs sont impraticables. Mais vous donnez l'exemple de Sainte-Rose, mais Laval aussi a pas connu une grande hausse de population. Exactement. On parle vraiment c'est la seule banlieue qui n'a pas eu d'augmentation. Donc, encore une fois, les services sont quand même importants aux yeux de la population, non? Mais
c'est que vous regardez Montréal comme étant le pôle d'attraction économique, puis vous donnez l'ensemble des éléments négatifs à la ville de Montréal, alors que la situation du climat présentement, elle touche toutes les villes autour du Québec. Là, on a un hiver particulièrement difficile. Oui, il faut s'y attaquer, mais en même temps, là, quand on parle je pense pas que les gens quittent Montréal parce que les trottoirs sont difficiles au centre-ville. Non, je parle pas juste de trottoirs ou de déneigement, mais je parle de services en général. Oui. Maintenant, les banlieues ont quand même des services accessibles plus facilement. Avant, disons, il y a 20-30 ans, les services étaient tout près à Montréal. C'était un avantage. Maintenant, les banlieues offrent presque la même chose. Services de proximité. Les services de proximité, exactement. Oui. Vous pensez mais pas? Mais on peut pas arriver puis dire que de vivre en banlieue, c'est une mauvaise chose. Je veux dire, oui, les banlieues offrent une qualité de vie intéressante. Je veux dire, on peut pas se compter de menterie. La seule chose, c'est que Montréal est le port économique par excellence de la ville de Montréal, de la région métropolitaine. Alors, si vous décidez de quitter pour aller en banlieue, grand bien vous fasse. On peut pas nécessairement vous offrir un terrain de 8000 pieds carrés avec une maison neuve à Montréal. C'est très difficile à trouver, on le comprend. Mais en même temps, de s'éloigner de la ville-centre, ça veut aussi dire s'occasionner des problèmes de transport le matin. Ça veut aussi dire d'être de plus en plus loin, tandis que de vivre à Montréal et de profiter du transport en commun, c'est du service de proximité qui permet aussi davantage de temps en famille. Si tu passes pas 2 heures dans le trafic le matin puis le soir, t'as du temps de plus avec ta famille. Maxime Sarrazin, porte-parole de la Ville de Montréal en matière d'urbanisme et d'aménagement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Grand plaisir. C'est maintenant le moment de la tribune téléphonique. On veut vous entendre. Vous venez d'écouter Maxime Sarrazin au niveau de l'urbanisme, de l'aménagement de la ville. Maintenant, la question qu'on vous pose, oubliez l'argent, oubliez la valeur des maisons. On parle de qualité de vie, de service. Qu'est-ce que vous choisissez, les banlieues ou la ville de Montréal? On prend un premier appel de Philippe. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Donc vous, est-ce que vous choisissez la banlieue ou Montréal? Moi, j'ai pas eu le choix de choisir la banlieue. J'aurais aimé ça rester montréalais, mais je peux pas. Comment ça? À cause de votre emploi? Non, mais j'ai un bon revenu de ménage, mais si je veux que ma famille ait une belle qualité de vie, ben ça passe pas dans une boîte à souliers à Montréal, pas abordable, quand je peux avoir une maison à Blainville à la place. Donc vous, la grandeur de la maison, la qualité de vie, c'est quand même important pour vous. Ben oui, parce que tu sais, c'est sûr j'aimerais ça vivre à Montréal, proche de mon travail, puis pas passer 2 heures dans le trafic tous les jours, mais si je veux qu'une qualité de vie pour ma famille, c'est pas dans la ville, là. Philippe, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. On prend un prochain appel de Mario. Bonjour Mario. Hey, bonjour tout le monde. Moi, je suis de Saint-Lin-Laurentide. Puis, sincèrement, j'ai quitté Montréal parce que, je sais pas si vous savez, là, mais la semaine passée, j'ai voulu aller voir Guy Nantel au centre-ville de Montréal. Tu sais, dans le coin de la place des spectacles, là. Ben oui. Savez-vous quoi? J'ai passé plus de temps à stationner mon char que de m'installer pour écouter le show. Tu sais, j'ai manqué le 3/4 du show parce qu'il n'y a pas de maudit stationnement à Montréal. Ça n'a pas d'espèce de bon sens. Je m'en retenais pour être poli, mais ça n'a pas de saint bon sens. Ben ça, je peux pas être en désaccord avec vous. Oui, c'est vrai que le stationnement, c'est difficile à Montréal. Mais vous, finalement, est-ce que vous vous déplacez souvent à Montréal? Non, c'est pas une question de se déplacer. On peut plus se déplacer. Je voudrais aller, tu veux prendre le métro, tu sors de là, tu te fais poignarder, ça marche pas, là. C'est super dangereux. À part de ça, t'as tout le monde qui arrive avec le unicard. Bon, là, je pense que vous exagérez un peu. Vous mêlez plusieurs débats ensemble. Mario. Non, mais c'est vrai. On peut pas emmener nos enfants dehors. On a peur qu'ils se fassent enlever par des terroristes. Ben, Mario, on va quitter cet appel tout de suite. Merci d'avoir été avec nous, Mario. On prend un dernier appel. Oh. On a perdu le dernier appel. Bon, ben Mario a été trop traumatisant pour les autres auditeurs avec ses opinions tranchantes. On n'a pas osé se mouiller. On n'a pas osé se mouiller Ben après non. Mario, on va le laisser. Mais vous, les messieurs, Sacha, Samuel, j'ai le goût de vous entendre suite à l'appel de Mario. Justement, vous êtes plus 450 ou Montréal? Ben, moi, je vais embarquer parce qu'il n'y a aucun auditeur qui a défendu la ville. Pourtant, moi, je suis un grand citadin. J'adore habiter à Montréal. J'adore pas me soucier de ma voiture parce que, tu sais quoi, Nicolas? J'ai pas de voiture. Bon, c'est une dépense de moins. Dépense de moins, pas besoin de stationner. Ben moi, je suis un banlieusard de nature. Là. Je viens de la Rive-Sud de Montréal et je n'ai pas de voiture. Je me suis toujours bien servi. J'ai jamais eu de problème de déplacement, même sur la banlieue. Donc, pour moi, la voiture rentre pas dans l'équation. Non, c'est ça. Pour moi, le transport, c'est pas un facteur de décision à ce moment-là. Mais c'est quoi les facteurs de décision dans ce cas-ci, Samuel? Moi, pour toi? Moi, je dirais que c'est l'espace. C'est vraiment l'espace. Moi, sur la Rive-Sud de Montréal, on avait quand même un grand terrain et j'aime ça. Moi, j'aime ça, la tranquillité, les grands terrains, les grands espaces. Donc, c'est ça que je retrouve, moi, sur la banlieue. La tondeuse de samedi. Oui, la tondeuse de samedi, c'est tout le temps réconfortant. Ouais, c'est vrai qu'une tondeuse, c'est toujours le fun, hein? Moi aussi, mais moi, je dois vous avouer que je suis un peu le modérateur dans ce débat-là, mais moi aussi, je viens du 450, je viens de la Rive-Sud. Honnêtement, c'est vrai que les avantages, selon moi, là, on a entendu
On a entendu notre monsieur Sarrazin tout à l'heure parler de vouloir améliorer la ville, mais c'est vrai, il y a quand même, il a même dit lui-même, on peut pas agrandir plus Montréal. On est entouré d'eau, on peut pas agrandir plus que ça, c'est limité. Donc pour ceux que l'espace, comme toi Samuel, que c'est un élément important, ben on vient de bloquer tout, là. Ben, c'est sûr que Montréal qui offre surtout des appartements, ben, moi, j'y trouve pas mon compte à ce moment-là. Mais tu sais, pour des gens qui ont un mode de vie qui s'y prête bien, moi, j'y vois pas d'inconvénient, là. Sacha, j'imagine que toi, tu vis très bien à Montréal. La vie de quartier, c'est incroyable, là. Écoutez, je vais faire mon épicerie au coin, là. Ça me prend 2 minutes. Mais à part avoir tes services de proximité, c'est quoi les avantages? Qu'est-ce que t'aimes là-dedans? Ah ben la vie culturelle, les spectacles, tu marches, tu rencontres des gens, tout le monde sourit. Il y a pas cette proximité-là en région. Mettons, je marche 10 minutes à Montréal, mais j'ai l'impression de faire une grande distance, tandis que quand je marche 10 minutes, mettons à Longueuil, il y a tellement d'espace entre les places que j'ai pas l'impression de faire de progrès en marchant. Ben, toujours intéressant de débattre avec vous, messieurs. Samuel, ta chronique. Oui. Aujourd'hui, tu voulais suivre... on a entendu parler de Michael Jackson dans la dernière semaine. Ouais, gros sujet. Hein. Et là, tu te questionnes à savoir... Qu'est-ce qu'on peut encore écouter à la radio en 2019? Ben, hein, quand même, qui connaît pas Thriller, Beat It, Smooth Criminal, quand même. Des grands succès. C'est des grands succès du légendaire roi de la pop Michael Jackson. Mais même si elles sont très, très populaires, ces chansons-là, le temps où on pouvait les écouter à la radio dans notre voiture, c'est peut-être révolu, messieurs, parce que il y a déjà certaines radios qui ont banni tout le répertoire de Michael Jackson de leur programmation. Faut dire que Michael Jackson est une figure controversée de la musique. Depuis 1993, on parle de plusieurs cas de pédophilie, mais cette semaine, c'est ressorti avec un documentaire de la chaîne HBO qui s'intitule Leaving Neverland. C'est un documentaire qui parle de deux jeunes garçons, James Safechuck et Wade Robson, qui parlent des agressions sexuelles de Michael Jackson. Et c'est le film de Dan Reed qui a ravivé ce débat-là autour de la légitimité des accusations d'agression sexuelle de Michael Jackson. Mais aujourd'hui, je veux pas vraiment m'avancer sur la véracité de ces crimes-là parce que je veux mettre le point sur l'œuvre de l'artiste en tant que tel. Donc, tu sépares l'homme de qu'est-ce qu'il a produit, l'œuvre. Exactement. En fait, moi, ce que je me pose comme question, c'est est-ce qu'on peut quand même saluer, apprécier et diffuser le génie artistique des créateurs, même si ils ont fait des actes impardonnables. Et ça, j'aimerais ça entendre les auditeurs sur notre page Facebook du 98.5 FM ou même par texto. Là, donnez-nous vos réponses. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on doit quand même continuer à écouter ces chansons-là ou regarder des œuvres d'artistes comme ça? Mais moi, ce qui m'intéresse, vous les gars, qu'est-ce que vous en pensez là, vite comme ça? Est-ce qu'on doit faire une distinction entre l'artiste comme personne et son œuvre? Surtout, est-ce qu'on est capable de faire une distinction entre les deux? Mais c'est assez difficile. Juste à penser à Kevin Spacey, là, pour les gens qui ont écouté la série sur Netflix, House of Cards. Oui. C'est assez difficile de recommencer à l'écouter et de se dire, ben, ce gars-là, il a commis des actes assez reprochables, justement, puis de sortir ça de la tête puis de juste se concentrer sur l'œuvre. Ben écoute, moi je suis capable de faire cette différence-là, bien honnêtement. House of Cards, qui est une de mes séries favorites, honnêtement, c'est du grand génie, une belle représentativité de la politique américaine, mais ça devient un personnage. Moi, à mes yeux, je vois un personnage. Ce n'est pas, tu parlais de Kevin Spacey avec House of Cards, c'est pas Kevin Spacey que je vois, c'est Frank Underwood qui est le personnage. Exactement. Puis moi, je pense exactement ça, qu'on peut faire la part des choses. L'œuvre d'un artiste a rien à voir avec les actions qu'elle a faites. D'après moi, en fait, je comprends que ça puisse choquer des gens. Je comprends que c'est normal, qu'on est frileux un peu, on vient d'apprendre ça, on le sait pas trop, on veut pas trop choquer les gens. Mais si l'œuvre de l'artiste est bonne, je vois pas pourquoi on devrait s'empêcher de l'écouter. Puis, pour être honnête, là, il doit y avoir plein d'artistes qu'on ne sait pas qui ont fait des choses ignobles, mais qu'on écoute quand même leurs chansons ou leurs films. Moi, je pense juste à Claude Jutras, qui est un des grands noms du cinéma québécois. Mais là, il est un peu tombé dans l'oubli, puis on n'en parle plus, il est tombé en disgrâce. En tout cas, moi, j'aimerais ça vous entendre, en fait, nos auditeurs sur ce sujet-là. Allez sur notre page Facebook, le 98.5 FM, là, j'aimerais ça vous entendre. Ben, sur Claude Jutras, est-ce que la question se pose, en effet, on se l'est posée lorsque toutes les allégations d'actes pédophiles ont sorti à son sujet. Est-ce qu'on peut encore considérer son œuvre, parce qu'on s'entend, objectivement, son œuvre c'est bien fait, c'est du génie créatif, mais est-ce qu'on peut encore, disons, idolâtrer l'œuvre sans l'homme? Ben moi, personnellement, je vais te le dire, Nicolas, moi, mon oncle Antoine, je pense que c'est un des plus grands chefs-d'œuvre qui a été fait au Québec. Donc, je crois qu'on se doit de se rappeler de ce film-là, mais malheureusement, Claude Jutras,
il va quand même falloir qu'on fasse la part des choses. Puis effectivement, l'homme a fait des actes ignobles, tout simplement. Mais le film reste tout de même excellent. Merci Samuel de cette très belle réflexion. Il est 6h25. On revient après ceci.